Bienvenue sur le chemin de l'excellence, le podcast qui vous aide à cultiver l'aisance relationnelle et à renforcer votre efficacité opérationnelle. Je suis Joanne Saget, fondatrice du cabinet The One Consulting, spécialisé en expérience client dans le secteur du luxe. Je suis ravie de vous offrir ici un espace privilégié pour réfléchir ensemble à votre posture professionnelle. C'est avec passion et enthousiasme que je vous propose des interviews de personnalités inspirantes, des méthodes concrètes pour améliorer votre quotidien et surtout une vision de l'épanouissement professionnel où l'humain est au cœur de vos priorités. Alors soyez tout oui, ouvrez grand votre esprit et osez vous challenger sur le chemin de l'excellence. Bonjour, alors j'ai l'immense honneur aujourd'hui d'être installée au sein du Château d'Ouchy avec la non moins célèbre Nathalie Seller-Hayez, qui est une figure emblématique de l'hôtellerie de luxe en Suisse. Bonjour Nathalie. Bonjour Joanne, écoutez, quelle introduction. Merci de m'accueillir dans ce podcast ici en direct du Château d'Ouchy. Eh bien, j'en suis la première heureuse. Alors, pour vous présenter un petit peu Nathalie a donc effectué ses études au sein de la prestigieuse école hôtelière de Lausanne, puis a fait, on va dire, ses premiers pas au sein de l'hôtellerie de luxe au Lutetia à Paris. Enfin, elle est passée par les célèbres maisons Rosewood à New York, l'Intercontinental à Bordeaux, le prestigieux Connaught à Londres, avant d'arriver au Beau Rivage Palace à Lausanne, au sein duquel elle a exercé ses fonctions de directrice générale pendant 7 très belles années. Et depuis 2 ans, elle est la CEO de l'organisation qui s'appelle Swiss Deluxe Hotel. C'est bien cela? Mais c'était parfait, vous connaissez mon CV à la lettre. Oui. Je vous suis. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un petit peu, finalement, quel est votre quotidien en tant que CEO de Swiss Deluxe, pour comprendre vos prérogatives? Bien sûr. Alors, la première chose, effectivement, moi, en quittant le Beau Rivage Palace, c'était une grosse décision parce que c'était vraiment l'idée de quitter la dimension opérationnelle d'un hôtel. Et donc, j'ai vraiment tourné une page importante dans ma carrière. Voilà, il y a un moment pour tout. Il faut savoir partir, je pense, au bon moment. Et c'était le cas pour moi il y a 2 ans. Alors, cette organisation, Swiss Deluxe Hotels, représente les 43 plus beaux palaces de Suisse. C'est avant tout, je dirais, un label de qualité. C'est vraiment l'élite, la crème de l'hôtellerie suisse. Et on est là pour défendre les codes du luxe de cette belle hospitalité en Suisse. Quand on voit un petit territoire comme la Suisse, avec tous ces palaces, on prend la France, on prend l'Allemagne. Alors en France, vous allez avoir une concentration à Paris, sur la Côte d'Azur, et puis après, c'est un peu plus compliqué. Il y a pas grand-chose. Oui, on a le Royal Club, là, à Évian, juste en face. Mais il n'y a pas énormément. Tandis qu'en Suisse, pour un petit territoire comme ça, avoir ces 43 belles maisons, c'est une fierté et c'est important de défendre et de promouvoir cette hospitalité suisse. J'imagine bien. Alors, comme vous le savez, le podcast s'appelle Sur le chemin de l'excellence. Donc, forcément, ma première question sera, vous qui travaillez dans cet univers du luxe, quelle est votre vision de l'excellence ? Alors, je crois qu'en fait, l'excellence, c'est quelque chose qui se définit au quotidien. C'est plus une attitude, c'est plus une façon d'être, une façon de vivre, je pense que ce serait faux de dire que on va viser l'excellence uniquement dans son travail. Quand on a un certain œil, une certaine, c'est pas une certaine ambition, mais oui, quand on recherche l'excellence, généralement on la recherche un petit peu partout. Ça fait partie d'un état d'esprit. Alors effectivement, dans un hôtel, l'industrie du luxe, on vient chercher une émotion, on vient chercher une qualité de service irréprochable. Tout doit être parfait.
Donc, vous avez deux choses. Vous avez toute la partie produit, mais vous avez surtout, et encore, toute la partie humaine, qui, je pense, est encore plus importante. Oui. Souvent, quand on parle d'excellence, ça, on le voit dans le retail, on prend des belles marques, on va chez Hermès, chez Chanel, chez Vuitton, on a cette dimension artisanale où les cuirs vont être parfaits, tout est fait main. Dans l'hôtellerie, c'est encore différent parce que ce wow, bien sûr qu'il faut que votre hôtel soit magique dans un lieu, il faut avoir une localisation qui soit jolie. On a des chambres qui doivent être magnifiques, mais le vrai wow, c'est quand même l'humain qui va le faire. Et donc, c'est vraiment travailler cette excellence au niveau de l'humain au quotidien, tout en conservant et en continuant à améliorer le produit. Mais je crois que le plus gros de l'effort au niveau de l'hôtellerie de luxe pour l'excellence se fait vraiment au niveau de l'humain. Et vous qui avez justement œuvré pendant de nombreuses années sur cette partie opérationnelle, comment est-ce que vous l'incarniez, cette notion d'excellence ? Qu'est-ce qui était vraiment important pour vous et qu'est-ce que vous exigiez de vos équipes ? Alors, incarner cette excellence, je pense que d'abord, il y a une dimension de lead by example qui me semble très importante. Si vous demandez à vos collaborateurs, c'est peut-être assez basique, mais ça commence là, d'avoir une certaine tenue, une certaine élégance. Vous devez déjà, évidemment, vous l'appliquer à vous-même. Avoir les bons mots, les mots justes, pas commencer à gesticuler au milieu du hall. C'est des tas de petites choses, mais toute cette dimension d'attitude, je pense que elle est importante et c'est important d'être un modèle, en tout cas par rapport au code qu'on veut donner dans son établissement. Mais je crois que la première chose d'abord, c'est la capacité à donner le meilleur de soi. Et ça c'est au quotidien. Et je pense que c'est presque tous les jours en se réveillant et on doit se dire je veux donner le meilleur de moi. Et pour moi, l'excellence, c'est vraiment ça. Souvent, il peut arriver, on a une prise de parole à faire en public, ou on a un projet à défendre. Puis on se dit, mince, si j'avais été un peu plus loin, si j'avais mieux travaillé mon sujet, mais dans tous les domaines, si j'avais aussi... Alors, il y a le fond, c'est-à-dire travailler le sujet lui-même, mais il y a la forme aussi. Qu'est-ce que j'ai été mettre cette robe dans laquelle finalement je me sens pas bien. Je n'ai pas réfléchi, j'ai pas été au bout de la chose pour vraiment me mettre ou créer un cadre dans lequel je me sente bien et je puisse réussir ma mission. Je prends juste cet exemple, mais donc l'excellence, elle est partout. Elle n'est pas que sur le fond, elle va sur la forme aussi. Donc c'est toujours se dire, est-ce que là j'ai fait mon maximum ? Et je remarque que généralement à chaque fois que vous avez une mission à accomplir et que vous avez vraiment fait votre maximum, de temps en temps, ça peut déraper. Mais là, c'est souvent par rapport à certaines choses qui vous incombent pas, qui sont des éléments extérieurs qui vont faire que tout d'un coup, vous êtes déstabilisé ou il va y avoir telle et telle chose qui se produisent. Mais je pense que avant tout, c'est vraiment systématiquement donner le meilleur de soi. Je retiens 2 idées dans ce que vous partagez. C'est très pertinent. La première, c'est d'être finalement à l'aise. J'aime beaucoup quand vous parlez de la tenue ou autre, de s'assurer d'être à l'aise, d'être confortable, de se sentir bien. Et ensuite, de faire le maximum pour donner le meilleur de soi. Mais pour ça, il faut déjà se sentir bien. Donc, je trouve ça très pertinent ce que vous partagez. Ce qui m'emmène à ma prochaine question de... Si vous aviez 3 astuces, 3 conseils à partager à des personnes qui soit travaillent déjà dans l'univers de l'hôtellerie de luxe, soit souhaiteraient ou rêveraient de travailler dans ces magnifiques environnements, quelles pourraient être ces 3 astuces ? C'est difficile d'arriver juste à 3, mais on va essayer. Je pense que la dimension, on dit, ça se pratique au quotidien, donc il faut de la rigueur. Il faut beaucoup de rigueur et de la constance.
Ça me semble être des bases qui sont extrêmement importantes. Pour aller dans l'excellence, évidemment, il faut travailler. On n'arrive pas à avoir de résultats sans travail. Pour ça, il faut être persévérant, il faut être rigoureux, avoir de la constance ou de la consistance, enfin être constant, ou les deux. Tout à fait. Je pense qu'il est extrêmement important, il faut avoir une bonne capacité d'écoute aussi. Parce que de temps en temps, l'excellence, c'est pas forcément toujours j'ai raison, je sais. Savoir écouter ses équipes, savoir être inspiré par ses équipes, justement pour aller plus loin et pour trouver de nouveaux services, de nouveaux produits à développer, qui vont vers l'excellence, qui vont satisfaire ses besoins. Si on ne sait pas écouter, on peut pas être excellent. On peut pas être excellent parce que on est seulement excellent, selon moi, dans ces métiers, si les équipes vous suivent. Et pour qu'on vous suive, on doit construire quelque chose, on doit construire un lieu harmonieux où les gens peuvent et ont envie de s'exprimer. Et c'est là où la magie commence à opérer, quand chacun commence à apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est l'utilisation de cette intelligence collective qui va faire qu'on va arriver à des trucs extraordinaires. Et donc je pense que si on n'a pas la capacité d'écoute, c'est quelque chose qui me semble très, très important dans ce milieu-là. Et l'élément le plus important, mais vous l'avez dit tout à l'heure, pour être excellent, il faut avant tout savoir prendre soin de soi. Parce que pour donner aux autres, si vous-même, vous n'êtes pas en adéquation avec... enfin, vous êtes même... je parle même pas d'être en aligné avec ses valeurs, etc. Ça, c'est très important aussi. Mais de façon plus basique, vous n'allez pas être la même personne quand vous allez être crevé, à bout de souffle, parce qu'il y a un moment, vous n'avez pas pu prendre un break pour recharger les batteries. Donc, je pense que prendre soin de soi, ça commence là. Et c'est là où quand on a de l'énergie, on peut donner aux autres et on peut s'ouvrir, mais si soi-même, on est toujours à la recherche de quelque chose et qu'on n'est pas soi-même bien ancré, aligné, c'est compliqué, on ne peut pas aller à l'excellence. Donc, ce sont des éléments quasiment obligatoires pour commencer à construire quelque chose. Oui, d'autant plus que ça me semble compliqué de donner de l'énergie aux autres, et notamment aux clients, si soi-même, on n'a pas fait le plein avant. Tellement. Donc, si je résume un petit peu, les 3 conseils que vous pourriez partager, ou les 3 notions sur lesquelles il sont importants de travailler, ce serait la rigueur, l'écoute et le fait de prendre soin de soi. Comment on le fait ? Comment vous-même, vous avez développé cette notion de rigueur ? Comment est-ce qu'on devient rigoureux ? Comment est-ce qu'on apprend à écouter si jamais on n'a pas les outils ou qu'on n'a pas eu la bonne formation ? Comment est-ce que vous avez acquis ça finalement ? Alors moi, j'ai acquis ça souvent au départ par des échecs. Parce que tout d'un coup, on se dit... Allez, prenons un exemple. Je suis gouvernante générale dans un hôtel et on attend l'arrivée d'un top VIP. Et puis, pour X ou Y raison, tout d'un coup, j'ai une journée complètement un peu dingo. Je suis prise à gauche et à droite et je ne vais pas aller vérifier la chambre en question, ou je vais la vérifier une première fois. Il va y avoir quelques éléments qu'il va falloir rectifier. Donc, je vais demander à une de mes collaboratrices de rectifier cet élément, mais je ne vais pas revenir après contrôler. Ben là, j'ai pas forcément été au bout. Alors après, on peut me dire, mais il faut savoir déléguer, La délégation n'empêche pas le contrôle. Et le contrôle, au bout d'un moment, c'est une rigueur qu'on doit se mettre, qui justement après vous permet de construire quelque chose avec un collaborateur et au bout d'un certain nombre de temps, bien entendu, ne plus systématiquement. Et ça, c'est de la rigueur et ça, on l'apprend. Et souvent, on l'apprend à ses dépens. Quand tout va bien, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est quand tout d'un coup, on a oublié l'essentiel, où il y a quelque chose qui ne va pas dans l'accueil de cette chambre, le client ne va pas être satisfait, on se dit, mais mince, quand je pense que je l'avais vu, je l'avais dit, et ma collaboratrice ne l'a pas fait, mais finalement, c'est sa faute.
Donc c'est comme ça qu'on apprend à être rigoureux. Je pense que pour grandir, pour prendre de la maturité, il y a que les échecs qui vous apportent réellement quelque chose, partant du principe qu'effectivement, après, on va apprendre de ces échecs et on va se dire, bon, pour la prochaine fois, je note bien parce que c'est souvent avec un échec qui va vous marquer, qui va des fois un petit peu vous toucher l'ego. Mmh. Là, on est sûr que ça va, généralement, on le refait plus. Hein. Ce que j'entends finalement dans votre discours, c'est l'importance de la remise en question. Parce que vous mentionnez tout à l'heure le fait de « j'aurais pas dû dire ça » ou « j'aurais peut-être pas dû porter cette tenue ». Et là, de la même façon, c'est « j'aurais dû faire différemment », peut-être que j'aurais dû vérifier moi aussi. Et finalement, je crois qu'on met le doigt sur quelque chose d'important, c'est que ce soit dans ses paroles, dans son comportement ou dans ses tâches, c'est de se remettre en question non-stop et de se demander comment j'aurais pu faire mieux. C'est tellement juste. C'est tellement juste. Je pense que un peu d'humilité, hein, et effectivement savoir se dire, là j'ai eu tort. Et le monde évolue vite. Quand on voit maintenant au niveau sociétal ce qui se passe, comment est-ce qu'on aborde cette nouvelle génération? Si on reste avec les vieux codes, qu'on n'est pas capable de se remettre en question, mais l'hôtel ferme. C'est juste plus possible. Donc c'est très juste ce que vous dites. C'est une remise en question constante. Et justement, savoir se challenger, se dire là, tiens, est-ce que vraiment j'ai bien fait? Est-ce que il y a comme ça qu'on peut apprendre? Parce qu'autrement, si on pense que on sait tout et on est arrivé, on n'est jamais arrivé. On est sans arrêt en train de progresser, d'apprendre. Moi, sincèrement, tous les jours, je fais des erreurs. Mais par contre, ce que j'espère, c'est que ces erreurs, tous les jours, j'arrive à me dire, tiens, alors ça, pour la prochaine fois, tu feras comme ça. Oui, je pense que c'est juste, c'est une remise en question constante. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un cap, qu'on peut pas. On a une vision, parce que là, on rentre dans la dimension du détail. Et donc, je pense que c'est important et ça passe par une certaine humilité. Hein. Oui, puis j'entends que finalement, c'est un travail et une réflexion interne, sans forcément attendre un feedback externe, une remarque de son responsable, mais vraiment plus centré sur soi de comment faire mieux. Et par rapport à ça m'amène à une autre interrogation. Est-ce que justement, vous avez eu des mentors, des personnes qui vous ont montré la voie, qui vous ont transmis ces notions-là? Ou est-ce que ça s'est davantage fait dans l'observation et via une autodiscipline très personnelle? Ah, c'est difficile à dire. Alors, d'une manière générale, je pense que j'ai eu beaucoup de mentors. J'ai été inspirée par tellement de différentes personnes pendant ma carrière que j'espère à chaque fois avoir pu prendre un petit peu de ces personnes-là. Je crois que c'est une combinaison de différentes choses. Je pense que quand même la base de tout, c'est effectivement se dire cette remise en question, le rien n'est acquis. Tous les jours, tu dois donner le meilleur de toi. Et donc automatiquement, si on veut donner le meilleur de soi, ça passe par une remise en question. C'est obligatoire, ça va avec. Les mentors, d'une manière générale, que j'ai pu avoir, ont été peut-être plus au niveau métier. Enfin, m'ont aidé à développer ma vision, à apporter. Je pense qu'après, sur toute la partie personnelle, j'ai eu aussi des coachs à certains moments dans ma carrière qui m'ont aidé à me développer, à voir certaines choses que je voyais pas. Et autrement, pour les mentors, peut-être que c'était plus sur le développement d'une vision dans l'industrie du luxe. Mais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont inspirée. Et il faut savoir écouter, il faut savoir prendre ça, parce que des fois, c'est même pas forcément des gens qu'on rencontre dans sa propre industrie. Moi, je suis inspirée tout le temps. Et ça arrive par des fois des billets auxquels on s'attend pas forcément. Et pour rebondir là-dessus, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnalités spécifiques qui vous inspirent, que ce soit des auteurs, des podcasteurs, des journalistes ou des businesswomen ou businessmen? Il y en a plein. Il y en a presque trop pour pouvoir en fait les nommer.
on dit des fois le fait d'aller sur Instagram et de scroller, quelle perte de temps? Pour moi, pas forcément. Moi, je vais prendre par exemple une Mel Robbins. Je l'adore. C'est une femme assez incroyable sur Instagram que je suis maintenant depuis quelque temps régulièrement. Je ne veux pas dire que j'ai la petite cotation du jour, mais en tout cas j'ai le petit truc de la semaine qui va clairement m'inspirer, qui va m'apporter quelque chose, qui va me servir aussi bien dans ma vie privée que professionnelle, parce que je crois qu'on arrive aussi maintenant avec on est un. Et on peut pas dire d'un côté, il y a la partie professionnelle, il y a la partie privée, tout ça, c'est terminé. On a des émotions, c'est les mêmes. On a un corps, c'est le même. On a un cœur. On a un esprit. Et tout ça doit fonctionner ensemble et est complètement lié. Donc, le fait de pouvoir avoir un mantra qui se dit, allez, fais de ton mieux, fais que cette journée, tu l'optimises au mieux et que tu apportes le meilleur de toi tous les jours. Ça va aussi bien avec mes enfants qu'avec mon mari, de temps en temps, c'est un peu too much parce que c'est vrai que on en parlait rapidement tout à l'heure. On a souvent, beaucoup de femmes, on a ce besoin de toujours être parfait. Mais alors moi, dans la construction de moi, enfin pas la construction, je dirais le développement, c'est aussi apprendre à lâcher prise sur certaines choses. Parce qu'il y a des batailles qui ne valent peut-être pas la peine d'être tenues. Hein. Et justement, aujourd'hui, vous êtes la dirigeante du, on va dire, cercle hôtelier le plus prestigieux en Suisse. J'ose à peine imaginer votre agenda et tout l'investissement que ça demande. En parallèle, vous êtes maman de 2 enfants. Je vous vois énergique, solaire. Comment on fait pour maintenir cette énergie, pour être performante au quotidien, pour surmonter la fatigue quand on sait justement le nombre d'heures exigées quand on travaille dans le milieu hôtelier? C'est quoi votre petit secret? Alors, on en revient, je pense, à la connaissance de soi. On en revient au fait de se dire, attention, là, je réalise, je rentre dans une phase, tiens, je deviens très nerveuse. Comment je vais calmer cette nervosité? Parce que ça va pas aller. Là, il y a un moment mais pour ça, j'ai dû apprendre. J'ai dû tout d'un coup arriver à un stade où j'étais tellement fatiguée qu'on voit qu'on n'arrive plus à performer. On voit que ça donne plus rien. Et puis, du coup, qu'on a moins d'énergie à donner aux autres. Je veux dire qu'on est moins solaire. Parce que toutes ces vibrations, moi, je crois beaucoup à toute cette énergie, ces vibrations. On n'est que vibrations. Et donc, quand on n'est pas bien et qu'on est fatigué, malade, crevé, même avec un petit rhume, enfin, on a simplement besoin de savoir comment est-ce qu'on recharge ses batteries. Alors moi, mes batteries, c'est le sport et la montagne. Donc, si je peux faire du sport en montagne, alors là, c'est le Graal. Et je pense que chacun, certains partent dans la méditation, d'autres dans la lecture. Moi, c'est vraiment reconnaître. Alors, de temps en temps, je vais dire maintenant, ou mon mari me dit, maintenant, tu te barres, tu vas courir. Mon assistante me dit la même chose. S'il vous plaît, Nathalie, go. Et ça fonctionne. Et tellement souvent, quand on est un peu pas bien, fatigué, on voit tout en noir. Il suffit de prendre, enfin, pour moi, de prendre mes baskets, d'aller faire un tour. Je reviens 1 heure après ou 45 minutes après et déjà, ça va mieux et je vois les choses différemment. Donc, c'est simplement je crois que c'est un équilibre qu'on doit trouver au quotidien. Moi, il y a des jours où je me dis, j'étais une bonne maman, une mauvaise manager et vice versa. De temps en temps, il faut aussi savoir dire, voilà, moi, à l'époque où je dirigeais des hôtels, j'ai loupé le spectacle de danse de ma fille. Pas toujours facile. Au départ, j'étais pas contente, j'étais frustrée. Je me disais, tu t'organises pas assez bien, Et j'ai appris à accepter. J'ai aussi appris que ma fille était contente d'avoir une maman épanouie, contente, qui aime son job. Ça aussi, je l'espère, l'avenir nous le dira, mais contribuer à son équilibre. Mais c'est aussi, accepter ce genre de choses. De temps en temps, dire non à un cocktail, la même chose. Là, je ne suis pas là, mais je ne suis pas indispensable. Quand vous avez plus de 400 employés, si vous devez être là toujours au garde à vous, c'est que vous faites quelque chose de faux. Non, là, je pars, mais je pars pas parce que j'ai un autre rendez-vous je pars parce que j'ai besoin de m'occuper de moi. Et ça, il faut pas avoir peur de le dire. Il faut juste, c'est tout à fait.
c'est le cœur de tout. Donc je pense que c'est trouver cet équilibre, mais qui change tout le temps, parce que c'est au quotidien, chaque jour est différent, mais c'est d'abord se connaître pour connaître les clés de ce qui va marcher pour vous, ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous apporter une énergie positive, s'entourer aussi de gens dans sa vie privée positifs, et qui sont pas, parce que de temps en temps, si on a tendance à être peut-être un peu trop gentil, ou on se fait peut-être des fois un petit peu prendre par des gens qui vont profiter ou qui vont puis se dire à un moment non, j'accepte de ne plus voir cette personne, je culpabilise pas parce que il ou elle ne m'apporte pas ce que je recherche, il y a pas de méchanceté, je me protège, je décide donc c'est quand même apprendre en se connaissant, on affirme ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et puis voilà, on crée petit à petit, mais ça peut pas se faire en 2 jours. Je pense que ça se construit, oui. Voilà, donc il faut quand même, j'arrive maintenant à 54 ans, voilà, on a quand même un peu plus d'expérience que quand j'en avais 20. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses, si j'avais écouté cette Mel Robbins à 20 ans, il y a peut-être plein de trucs que j'aurais fait différemment. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment, justement? C'est intéressant, ça. Oui, je pense que j'aurais peut-être moins perdu de temps avec certaines personnes, j'aurais peut-être été plus rapidement à mon écoute, apprendre finalement que on peut pas toujours avoir la bénédiction de tout le monde. Il y a un moment où il faut savoir accepter de ne pas toujours être aimé. Ça, c'est important. C'était compliqué pour moi parce que j'avais ça dans mon tempérament, dû à certaines choses, peut-être de mon enfance, allez savoir. Mais du coup, quand on devient leader, manager, automatiquement, on peut pas faire l'unanimité tout le temps. Et donc ça, c'est pas forcément toujours évident quand on a ce type de tempérament d'arriver. Maintenant, j'ai très bien compris, c'est un fonctionnement qui est devenu. Mais au départ, j'ai eu beaucoup de mal avec ce genre de choses. On a envie d'être apprécié par tous. Oui, tout à fait. Quand on fait de l'hôtellerie, on est un petit peu des marchands de bonheur. Donc, on veut apporter du bonheur à tout le monde. On est très là-dedans. Ça peut être un piège. Voilà. Mais ça peut être un piège quand on commence à prendre des fonctions de management où là, de temps en temps, on n'est plus là-dedans. Donc voilà, c'était juste pour donner un exemple. C'est très précieux ce que vous partagez parce que j'entends que finalement le secret derrière tout ça, c'est déjà de très bien se connaître, de comprendre comment on fonctionne, de comprendre ce qui nous apporte de l'énergie et à l'inverse, ce qui nous envole, et de savoir poser ses limites. Que ce soit ses limites avec ses équipes, avec son entourage, avec sa famille, voire avec ses clients. Et j'entends ça finalement c'est très juste, poser ses limites. Savoir poser ses limites. Exactement ça. C'est très, très intéressant. Alors, en parlant justement de clients, je peux pas m'empêcher quand même de vous poser cette question, vous qui avez travaillé dans les plus beaux palaces du monde. Est-ce que vous avez quand même quelques petites anecdotes croustillantes à nous partager de ce qui a pu vous arriver de plus fou avec des clients hôteliers? C'est un monde, c'est vrai, ce monde de l'hôtellerie de luxe, il est assez extraordinaire. Et ça, je le dis souvent à la nouvelle génération. Souvent, ils veulent pas de routine, ils veulent des lieux un peu extraordinaires. On a tout à offrir. Et c'est vrai qu'il se passe des trucs complètement incroyables. Alors, vous avez effectivement le caprice des stars. J'organise l'anniversaire de ma fille et puis on va faire un zoo dans la ballroom qui est transformé. On va faire venir on a quand même fait rentrer un lion au Connaught. Donc, vous avez les caprices qui peuvent aller très loin, du moment, attention, où ça ne dérange pas ni les clients, et surtout pas le personnel non plus, d'un point de vue que de temps en temps, il y a des caprices avec certains clients qui peuvent être pas forcément acceptables vis-à-vis du personnel, et ça, c'est encore autre chose, et ça, c'est quelque chose qui peut pas être accepté. Mais autrement, tous les jours, il se passe quelque chose dans un hôtel.
là, l'exemple qui me vient, puis qui était formidable, parce que c'était un très grand moment d'hôtellerie, rapidement, Beau Rivage Palace, donc il y a quelques années, l'hôtel accueillait régulièrement des sommets politiques, et John Kerry, je le cite parce que je suis sûre qu'il y verra aucun inconvénient, parce qu'il adore le Beau Rivage, et il a organisé un certain nombre de réunions diplomates, politiques, dans l'établissement. Et du coup, là, c'était une réunion au sommet pour la Syrie. Tout ce qui s'est passé en Syrie il y a quelques années. Et mon assistante de l'époque m'appelle, me dit « Madame Seller, il y a Washington en ligne. » Mais je me souviens toujours, j'ai commencé à Washington. Alors, c'est pas John Kerry qui m'appelle directement. Oui, mais c'est quand même pas mal. Mais c'était quand même un truc de dingue. Et je me retrouve avec son cabinet qui dit « Écoutez, voilà, dans 48 heures, je sais plus si c'était 48 ou 72 heures, mais enfin, on était vraiment sur un truc comme ça. Tout short. Il y aura la délégation du Qatar, évidemment des États-Unis, de Russie et d'Arabie Saoudite pour traiter de la paix et du sujet de la Syrie. Wow. Bon, le Beau Rivage Palace, à l'époque, enfin c'est toujours le cas, a 2 ailes. Donc il y a 2 bâtiments bien distincts qui se rejoignent, mais enfin c'est 2 bâtiments bien distincts. Il se trouve que le week-end, donc toutes ces délégations devaient arriver le mercredi ou le jeudi et repartir le samedi. Et il se trouve que nous accueillons, ou de repartir le dimanche, pardon. Et à cette époque, on avait un grand mariage d'une famille genevoise qui se passait sur ce week-end-là. Donc quand il a fallu que j'annonce au papa de la mariée qu'il ne pourrait pas utiliser l'entrée principale du Beau Rivage et qu'il ne pourrait pas faire de photos dans le parc de l'hôtel parce qu'il y avait des snipers partout et que ça n'était plus possible, ça a été assez compliqué. Waouh! Les équipes ont fait un travail exceptionnel. Ils ont vraiment pu transformer l'autre aile pour en faire une entrée principale à nouveau. La seule chose qui n'a pas été possible, c'est effectivement le coup des photos à l'extérieur. Mais enfin, le mariage a eu lieu. Et puis, le samedi soir, toutes les délégations étaient parties, hormis la délégation des États-Unis. Et tout d'un coup, on me dit, Madame Seller, John Kerry se dirige dans la salle de bal, là où il y avait le mariage. John Kerry, au travers de son protocole, avait eu vent de ce qui s'était passé avec ce mariage. Il a été dans le salon pour aller s'excuser auprès des mariés. Et ça a été un moment extraordinaire. Standing ovation. Vous avez cet homme politique qui prend 5 minutes de son temps, grand monsieur, pour aller saluer ses mariés, mais qui était tout content. Donc ça a fait le mariage. J'exagère, mais en fait, au final, de quelque chose qui a été vraiment très compliqué, ça s'est terminé en happy end et tout le monde était content. Et je dois dire que voilà, donc c'était un grand moment d'hôtellerie de voir toute cette salle de bal pour ce mariage se lever pour John Kerry qui s'excuse. Enfin, c'était juste... Alors qu'il essayait de sauver le monde pendant 3 jours plus tôt, avec ces problèmes. Il a quand même pris ce temps. Et d'y assister, ça doit être incroyable. C'est magique. En fait, vous êtes témoin de moments juste incroyables. Hors du temps. Hors du temps. Tout à fait. C'est presque des moments qu'on a de la peine à raconter. Ça se vit. Donc, pour toute personne qui a envie d'aller travailler et de ne pas s'ennuyer, c'est vrai que l'hôtellerie est un monde exigeant, tant en termes justement d'excellence ou en termes d'implication horaire. Mais c'est vrai que chaque jour, il y a des anecdotes formidables. Mais exactement. Chaque jour, il se passe quelque chose. Il y a un côté vraiment... C'est un petit peu comme un théâtre. On met son uniforme et on va sur scène. Et là, tout peut arriver, tout est possible. On ne sait jamais. Quand on commence son shift, comme on dit dans le jargon, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, vous êtes responsable du room service, vous ne savez jamais sur qui vous allez tomber, quand vous allez apporter le petit-déj. Enfin, il y a toujours... Il y aurait des livres à écrire.
J'imagine. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas citer de nom, donc c'est moins croustillant. Ça fait partie du mystère. Mais ça fait partie du mystère, exactement. Exactement. Alors, c'est incroyable la manière dont votre passion se reflète dans vos propos. Aujourd'hui, justement, comment est-ce que vous la gardez, cette passion ? Est-ce qu'il y a un petit mantra et j'aimerais qu'on conclue ce podcast là-dessus, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un petit mantra, une petite phrase qui vous tourne dans la tête pour garder cette passion, pour garder cette énergie, même quand le matin c'est un peu plus difficile, que il fait pas beau, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie de sortir du lit? Comment est-ce que vous maintenez ce niveau d'excellence, justement? Je pense que l'excellence est une promesse. C'est une promesse qu'on fait aux autres, mais que c'est une promesse qu'on se fait à soi-même. Donc, quand on se réveille et qu'on dit « je vais donner le meilleur de moi-même », aujourd'hui, c'est très positif, c'est très motivant. Ça vous donne envie de sortir du lit, ça vous donne envie de faire bouger les choses. On a envie d'avoir un impact à un petit niveau, mais si chacun peut avoir un impact positif pour rendre, allez, on va dire, je vais partir dans un truc peut-être trop philosophique ou trop utopiste, mais pour rendre ce monde meilleur, c'est formidable. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose. Donc, tout ce que je le fais de mon mieux. Et si je peux avoir un impact et apporter quelque chose à qui que ce soit, à l'autre, ça me donne mon rayon de soleil, ça m'a fait ma journée, je suis heureuse. J'aime beaucoup. Merci pour ce magnifique partage. Mais merci à vous. Merci, Nathalie. Un immense merci pour votre écoute lors de cet épisode. À présent, une réflexion s'offre à vous. Qu'allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour incarner l'excellence dans votre quotidien ? Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager ou à déposer quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur le chemin de l'excellence. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée.